Je m'appelle Louise Vanoudenov, je suis chercheuse à l'Institut Sophia Agrobiotech. Je travaille dans le domaine du biocontrôle. Donc mes modèles d'études, c'est plutôt les insectes, pas du tout les humains. Je suis ni sociologue ni psychologue. Et j'ai découvert les études de genre lors d'une formation qui s'appelait les enjeux managériaux de l'égalité professionnelle. Et ça m'a complètement fascinée, donc je me suis documentée un petit peu en débutante. Et puis j'ai voulu partager ce savoir avec mes collègues. Alors je leur ai proposé ce petit séminaire qui raconte en fait une dizaine d'études qui m'ont particulièrement marquée. J'aime bien commencer cette présentation par raconter une anecdote un petit peu personnelle. J'avais rencontré une amie qui est maître de conf à la Sorbonne et donc on parlait de cette espèce de nouvelle vague de féminisme post-MeToo. Et elle soutenait le discours comme quoi en France on a l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et que tous ces combats et toute cette énergie étaient un petit peu vaines et qu'il suffisait d'attendre et qu'on arriverait à l'égalité. Et pour appuyer son propos, elle nous disait d'ailleurs, nous, à l'école doctorale, quand on a sélectionné les étudiants pour la thèse, sans faire exprès, sans processus RH particulier, ils avaient sélectionné 12 filles et 12 garçons pour faire une thèse. Et comme je suis curieuse, j'ai demandé combien il y avait qui avaient candidaté. Et donc là, en fait, on avait quand même 50 filles qui avaient candidaté pour 20 garçons, c'est-à-dire que ça fait quand même un peu plus d'une chance sur 2 pour un garçon d'être retenu et un peu moins d'une chance sur 4 pour une fille d'être retenue. Et donc là, elle s'énerve, elle dit « Ouais, mais t'es pénible, à la fin, on a pris les meilleurs. » Et oui, forcément qu'on prend les meilleurs, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on fait de l'excellence, donc on prend les meilleurs. Mais du coup, la question se pose, et donc je vous propose 3 hypothèses pour y répondre. La première, c'est que les garçons sont réellement meilleurs que les filles. Donc voilà, on arrête tout, on retourne à la cuisine et tout va bien. La deuxième, qui est un petit peu plus différente, c'est que dans ce contexte, les performances des garçons sont meilleures que celles des filles. Et la troisième, qui n'est pas complètement incompatible, c'est que dans ce contexte aussi, on peut percevoir les performances des garçons comme meilleures à celles des filles. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est d'explorer un petit peu ces pistes-là à travers une dizaine d'études. C'est plutôt des bouts d'études que je vais vous exposer. Et ce que je voudrais qu'on explore, en fait, c'est l'influence des stéréotypes de genre, des stéréotypes en général, sur nos perceptions et sur les performances. Donc, les stéréotypes, la définition, c'est que ce sont des croyances partagées à des degrés divers à propos de certaines catégories ou de certains groupes sociaux. Il va y avoir des stéréotypes qui vont faire des différences entre les blancs et les noirs, entre les homosexuels et les hétérosexuels et entre les hommes et les femmes. Si vous voulez un exemple de ce que sont les stéréotypes de genre, vous pouvez vous promener dans un rayon jouet, un supermarché, c'est assez parlant. Mais de façon un petit peu plus subtile, vous avez ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images-là. C'est une campagne de recrutement qui avait été faite par l'Éducation nationale en 2014. Donc, ils mettaient des affiches pour recruter des enseignants. Et donc là, vous voyez, on a 2 personnes qui sont blanches, jeunes, belles, minces, mais on a une femme et un homme. Et si vous regardez, il y a quand même des différences assez subtiles qui véhiculent des idées. C'est-à-dire que déjà dans le choix des mots, Laura, elle a trouvé le poste de ses rêves. Laura, elle a des rêves. Julien, il a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. Donc, Julien, il a des ambitions. Et si vous lisez la petite phrase, c'est un petit peu pixelisé, c'est moche, mais donc Laura, c'est l'avenir qu'elle a toujours envisagé. Alors que Julien, c'est la concrétisation de son projet professionnel. Donc, vous voyez, Laura, elle est vaporeuse, elle a des rêves, et Julien, il est sérieux, il a un projet professionnel, il a des ambitions. Donc déjà, on ne véhicule pas du tout la même idée avec les mots qui sont choisis. Ensuite, si on regarde un peu les images, vous voyez que Laura, ce sont des couleurs qui sont plutôt chaudes, du beige. Elle a l'air douce, Laura, elle a l'air gentille, elle fait du yoga, elle boit du thé vert. Elle est vraiment chouette, Laura. Et Julien, vous voyez que là, c'est des images qui sont sombres, il y a beaucoup de contrastes. Déjà, il bosse, il est sur son ordi la nuit. Si vous regardez son avant-bras, il a le muscle bandé, donc Julien, il est fort, Julien, il est sérieux. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes idées qui sont véhiculées par ces images-là. Donc, elle, avec l'image, avec tout ce que ça véhicule, on la voit prof de lettres, ou quelque chose effectivement de philo, ou quelque chose plutôt littéraire, et lui plus dans la science. Et c'est ce stéréotype-là qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est en fait l'association entre féminin et littérature, mais plutôt entre masculin et science. Et dans une moindre mesure, je vais aussi
un petit peu parler du stéréotype qui associe le masculin au leadership. Donc, je vais faire 3 petites parties. La première, je vais vous montrer que les stéréotypes influencent les performances. Dans la deuxième, je vais vous montrer que les stéréotypes influencent la perception des performances. Et enfin, je vais vous montrer quelques pistes pour effacer un petit peu le poids de ces stéréotypes-là. Donc, la première étude que je vous propose, c'est une étude d'Emmanuel Neuville et de Jean-Claude Croiset de 2007, donc qui est faite en France. Ils se sont demandé si c'était possible d'activer ce stéréotype-là, cette représentation genrée, et si ça avait une influence sur les performances. Donc, ils ont pris 80 élèves de CE2, donc en CE2, on a à peu près 8 ans, et ils leur ont fait faire un test de maths difficile. C'est important que ce soit difficile parce qu'il faut vraiment que les capacités cognitives soient mobilisées. Et avant de faire ce test, ils leur ont fait faire un coloriage. Donc, il y avait un groupe témoin où ils ont colorié un paysage. Et il y avait un groupe qui est appelé activation du stéréotype, où les petites filles ont colorié une petite fille tout sage qui joue à la poupée, et où les petits garçons ont colorié un petit garçon en pleine activité. Et en fait, au niveau des résultats, donc, ce sont les performances dans le test. Vous voyez, il est difficile, hein, on est à 0,2. Dans le groupe témoin, donc quand ils ont tous colorié le paysage, les filles réussissent sensiblement plus que les garçons, mais c'est pas significatif. Et enfin, quand on active le stéréotype, donc quand on dit aux filles attention, n'oubliez pas que vous êtes des filles, ben, elles réussissent significativement moins bien que ce qu'elles réussissent dans l'autre groupe. Donc en fait, on voit que ce stéréotype-là et rappeler ce stéréotype-là, activer le genre, en fait, va influencer la performance en maths des très jeunes filles, parce que là, elles ont 8 ans. Et c'est ce qu'ils ont appelé la menace du stéréotype. Donc la menace du stéréotype, c'est cette baisse de performance des individus lorsqu'ils peuvent craindre de confirmer un stéréotype négatif ciblant leur groupe d'appartenance. Et attention, c'est pas un mécanisme qui est conscient. C'est pas je me dis attention, les filles sont mauvaises en maths et ça me stresse. C'est vraiment quelque chose qui est inconscient où en fait ça va venir parasiter les capacités cognitives et sans forcément qu'on le sache et qu'on le veuille bien entendu. La deuxième étude, qui est donc une étude de Pascal Hudet et d'Isabelle Régnier de 2009, ils se sont demandé si ce qu'on pensait, ce qu'on croyait, pouvait influencer cette menace du stéréotype. Donc, ils ont travaillé avec des élèves de 6e, 5e, c'est-à-dire 11-12 ans. Là, ils en avaient 200 dans cette étude-là. Et d'abord, ils leur ont demandé ce qu'ils pensaient des compétences en géométrie des garçons et des filles. Donc là, dans ce graphe, je vous ai représenté, donc à gauche, vous avez l'opinion des filles et à droite, vous avez l'opinion des garçons. Donc grosso modo, les filles, elles pensent que les filles sont meilleures en maths et les garçons, ils pensent que les garçons sont meilleurs en maths. Donc jusque-là, il n'y a rien de très étonnant, c'est le biais de favoritisme intragroupe en fait. Voilà, donc on note quand même que les filles ont des croyances contre-stéréotypiques. Elles ne pensent pas, elles ne croient pas que les filles sont plus mauvaises en maths que les garçons. Et après, ils leur ont fait faire un petit test. Alors, ils leur ont montré cette figure. C'est une figure qui est assez classique en neuropsychologie, je crois, qui permet de mesurer en fait la mémoire visuelle et etc. C'est la figure de Rey. Donc, ils leur ont montré pendant 1 minute et demie cette figure-là. Ensuite, ils ont enlevé la figure et les élèves devaient reproduire le plus grand nombre d'éléments de cette figure. Et donc, ils notaient combien d'éléments avaient été rétablis. Donc, la seule chose qui changeait, ils ont fait 2 groupes. Dans un groupe, ils ont appelé ça, ils leur ont dit, on va vous faire un test de géométrie. Et dans l'autre groupe, ils leur ont dit, on va vous faire un dessin. Mais c'était le même exercice. Et donc, vous voyez, là, vous avez les performances, donc des filles en noir et des garçons en blanc. Alors, quand à gauche, vous avez le test de géométrie. Donc, quand on dit que c'est un test de géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons. Et quand on dit que c'est un dessin, ben, les filles réussissent mieux que les garçons. Et après, si on regarde les garçons, globalement, ils réussissent un petit peu pareil tout le temps. Par contre, les filles, il y a une vraie différence, en fait, selon comment on nomme le test, alors que le test est le même. Sachant qu'elles-mêmes ne croyaient pas à ce stéréotype. Donc, en fait, c'est là, et je pense que c'est le titre de l'étude d'ailleurs, que les croyances contre-stéréotypiques ne protègent pas, en fait, de cette menace du stéréotype. Et enfin, chez des adultes, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on a tellement intégré ces stéréotypes? C'est une étude d'Enchel, Elmine et Puss de 2019. Donc là, ça se passe aux États-Unis. Ils ont pris à peu près 700 participants. Donc on est chez des adultes, mais un échantillon un petit peu représentatif de la population.
Et ils leur ont demandé d'évaluer les capacités soit des femmes en général, soit des hommes en général, soit d'eux-mêmes. Et ils leur ont posé ça sur différentes capacités. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est la capacité de leadership. Donc, les compétences en leadership, l'opinion des femmes est à gauche, l'opinion des hommes est à droite. Donc, les femmes, globalement, elles pensent que les hommes et les femmes sont aussi bons en leadership. Par contre, elles-mêmes, elles sont moins bonnes. Et l'opinion des hommes, les hommes, ils pensent que les hommes, ils sont quand même meilleurs que les femmes en leadership. Mais eux, ils sont quand même meilleurs que les hommes en général. Donc, on voit quand même qu'il y a une petite différence de confiance en soi entre les hommes et les femmes. Donc, voilà pour cette première partie. Effectivement, si c'était que ça le problème, on ferait de l'empowerment pour les filles et puis peut-être ça suffirait. Mais il y a une autre version un autre aspect qui est un petit peu plus pervers, c'est qu'en fait, ces stéréotypes, ils vont aussi affecter la perception des performances. Et là où c'est difficile, c'est que, sauf minorité, je pense, j'espère, la plupart des gens ne pensent pas qu'il y ait des vraies différences entre les hommes et les femmes en termes de capacité scientifique. Donc, c'est difficile de mesurer, en fait, ce biais-là qu'on a tous et toutes. Et donc, il y a des chercheurs d'Harvard qui ont inventé ce qu'ils ont appelé le test d'association implicite. Donc, là, c'est l'adresse du test d'Harvard, mais j'ai pris des slides sur le test qui est proposé par l'Université de Marseille, mais l'idée est exactement la même. En fait, les stéréotypes, ils vont s'exprimer, ils vont ressortir quand on va très vite. Donc, l'idée, là, c'est de faire des associations le plus vite possible. Donc là, vous voyez, vous avez des grands domaines, les lettres et les sciences. On vous propose une discipline et vous devez, donc c'est avec un clavier, c'est sur l'ordi, vous devez les classer soit à droite, soit à gauche avec vos petits doigts. Donc là, physique, vous allez le classer à droite sur la science. Ensuite, on va faire la même chose, mais avec le féminin et le masculin. Donc là, garçon, c'est masculin, vous allez le classer à droite. Et ensuite, ils vont associer les deux domaines. Donc, d'abord, ils vont les associer de manière stéréotypique, c'est-à-dire science avec masculin et lettres avec féminin. Et là, ils vont vous proposer toutes sortes de mots, de disciplines ou de mots, et vous allez devoir les classer soit du côté gauche, soit du côté droit. La mère, c'est féminin, donc ça va du côté droit. Et ensuite, ils vont changer l'ordre, c'est-à-dire qu'ils vont mettre science avec féminin et lettres avec masculin, et il va aussi falloir classer. Donc la mathématique, c'est de la science, ça va plutôt à gauche. Et en fait, le programme, il va mesurer le temps qu'on met à classer le mot qui est proposé. Et donc, en fait, il va y avoir une différence. En général, quand on a un biais, il y a une petite différence entre quand c'est classé de façon stéréotypique, genre science et masculin, on va très très vite. Et quand c'est classé de façon contre-stéréotypique, genre science et féminin, on va un tout petit peu moins vite. Et en fait, ce biais-là, c'est ce qui va être appelé donc l'IAT, cette mesure en fait d'association implicite. Je vous conseille d'essayer. C'est assez frustrant, même en étant sensibilisé, formé, tout ça, et même sachant comment ça fonctionne, moi je suis toujours biaisée, à mon grand désespoir. Et en fait, sur le test d'Harvard, là, vous avez d'autres stéréotypes qui sont proposés, d'autres types de discrimination, et c'est assez intéressant. Donc en fait, ce test-là, il a été utilisé par Ernesto Rubin pour essayer de voir si ces associations inconscientes étaient liées aux discriminations. Donc en fait, il a proposé à une centaine de personnes. Bon, déjà, il leur a fait faire ce test d'association implicite. Donc toutes les personnes avaient un IAT score, en fait, sachant que plus c'est positif, plus ça veut dire qu'on associe science et masculin. Et en fait, après, ils leur ont fait évaluer des paires de candidats, c'est-à-dire qu'ils leur présentaient deux personnes et ils devaient dire, cette personne-là, elle sera capable de faire 20 sommes. Donc l'idée, c'était d'évaluer les performances en calcul mental et c'était de dire combien cette personne sera capable de faire de sommes de nombres à deux chiffres. Donc c'est un test qui est très facile. Donc comme c'est très facile, la menace du stéréotype n'intervient pas. Donc ils avaient 9 paires de candidats, donc ils n'étaient pas tous non mixtes, donc pour pas influencer les cobayes, en fait, pour pas qu'ils sachent qu'ils étaient évalués sur la différence entre ce qu'ils allaient juger pour les candidats et les candidates. Donc les données sur les paires non mixtes ont été enlevées. Et en fait, ça donne un petit peu ce résultat-là. Donc le graphe est un petit peu compliqué.
Donc, en fait, là, sur l'axe des abscisses, vous avez le score d'IAT, donc l'association entre sciences et masculin. Donc, vous voyez que là, on a quand même 80% des points qui sont à droite, donc 80% des personnes qui associent inconsciemment sciences et masculin, sachant qu'on va beaucoup plus loin, parce que là, on va jusqu'au 1, alors que là, on va jusqu'à moins 0,5. Et ça va être corrélé avec la différence dans l'estimation des performances entre les candidats et les candidates. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces points-là sont des gens qui, quand on leur montre un bonhomme et une bonne femme, ils vont penser que le bonhomme, il est capable de faire plus, qu'il est meilleur en calcul mental que la bonne femme, et là, inversement. Et en fait, bon, déjà, bon, il y a beaucoup plus de points ici, et en plus, vous avez une corrélation très significative entre les deux. Donc, ce biais-là d'association inconsciente, il est lié, il est corrélé avec la façon dont on va discriminer les gens. Et vous allez me dire, oui, mais nous, on est dans le monde académique, on est des scientifiques, on est objectifs. Donc, je vais vous proposer une étude dans le monde académique où ils se sont demandé exactement la même chose. Est-ce qu'on est vraiment objectif? Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une étude de 2012 qui a fait pas mal de bruit, de Corinne Moss-Racusin. Elle a demandé à 130 chercheurs, profs équivalents en biologie, physique, chimie dans 6 grosses universités aux États-Unis d'évaluer une candidature de responsable de laboratoire. Responsable de laboratoire, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui serait un petit peu entre IE et IR pour nous. Et donc, pour évaluer cette candidature, les chercheurs avaient en leurs mains le CV de la personne, sa lettre de motivation et 2 lettres de recommandation. Et il y avait 2 groupes. Donc, dans un groupe, la personne s'appelait John et dans l'autre groupe, la personne s'appelait Jennifer. Il n'y avait pas de photo. Et ils ont vérifié au préalable que John et Jennifer, c'était des prénoms qui étaient autant aimés par les Américains. Et donc, on demandait à ces chercheurs d'apprécier socialement en fait la personne, c'est-à-dire est-ce qu'elle vous paraît sympa, est-ce que vous pensez qu'elle va bien s'intégrer dans votre équipe, etc. Et donc, Jennifer, elle est vachement plus sympa que John, bizarrement. Elle est très sympa, Jennifer, et John un petit peu moins. Par contre, après, on leur a demandé d'évaluer différents aspects, c'est-à-dire la compétence de la personne, l'envie qu'ils avaient de l'embaucher et l'envie qu'ils avaient de passer du temps à lui expliquer des trucs. Et aussi le salaire. Mais le salaire, comme chez nous, on a des grilles, c'est moins parlant. Ça fait un peu pleurer, mais du coup, je ne l'ai pas mis. Donc là, les compétences, c'est assez drastique, les résultats. C'est-à-dire que John, il est vachement plus compétent que Jennifer. On a vachement plus envie de l'embaucher et on a vachement plus envie de passer du temps à lui expliquer des trucs. Donc, il y a de la discrimination dans le monde académique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les chercheurs et les chercheuses. C'est-à-dire que les femmes et les hommes sont autant discriminants envers les femmes. Et si on poursuit un petit peu dans le monde académique, là, je vais vous parler de la perception de l'excellence et du leadership. C'est une étude de Dolly Whiteman de 2019, où en fait, donc là c'est au Canada, ils ont profité qu'il y avait un changement dans la façon dont ils faisaient les appels à projets. Et donc, ils sont basés sur 2 ou 3 ans, je ne sais plus, entre 2014 et 2016, tous les appels à projets, toutes les réponses aux appels à projets. Donc, il y avait 2 types d'appels à projets. Celui qui était appelé Project, où les critères d'évaluation étaient basés sur la qualité et l'importance de l'idée, l'approche méthodologique, l'expertise, l'expérience et les ressources du consortium qui étaient réunis. Et ensuite, il y avait des projets qui s'appelaient Foundation, qui étaient, donc c'était 2 phases, mais la première phase était basée sur le leadership du porteur, l'importance de ses contributions et sa productivité et sa vision de management. Et donc, là, si on regarde le pourcentage de réussite à ces appels à projets entre les hommes et les femmes, donc les femmes sont en bleu clair et les hommes sont en bleu foncé, on voit que globalement, les femmes réussissent moins bien, mais il y a quand même des facteurs qui sont un petit peu confondants parce que il y a plus de femmes dans les cohortes un petit peu plus jeunes. Et puis, donc, les femmes ne sont pas autant représentées dans toutes les disciplines et toutes les disciplines ne sont pas aussi compétitives. Donc, ils ont fait tout un modèle. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on prend en compte tout ça, quand on prend en compte l'ancienneté, il n'y a pas de différence en fait dans la réussite aux appels à projets dans la AP Project, c'est-à-dire celui qui est basé sur l'idée. Par contre, il y a une grosse différence dans l'appel à projet Foundation qui est basé sur le leadership et l'excellence du porteur, de la porte.
Donc voilà, il y a quand même encore une petite difficulté, je pense, à associer féminin et leadership et excellence et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Comment on fait pour travailler tous et toutes ensemble de façon harmonieuse? Alors là, je vais vous proposer une étude qui est un petit peu ancienne, mais qui est assez essentielle. Et je pense que c'est la première qui a identifié en fait la menace du stéréotype. Donc, ce sont des Américains. Et donc, Steele, en fait, c'est lui qui avait inventé le concept de menace du stéréotype à la base sur les Afro-Américains, qui sont aussi discriminés et menacés par des stéréotypes. Et du coup, dans cette étude-là, ils ont pris une 70 étudiants de maths. Ils leur ont fait faire des tests de maths difficiles. Et tout simplement, sur la feuille de l'exo, il y avait soit rien marqué, juste l'exo, soit il y avait une petite phrase qui disait « On n'observe pas de différence entre les filles et les garçons à ce test ». Et donc, ce qui est rigolo, donc là, vous avez les scores, les performances des gars et des filles, des étudiants et des étudiantes. En noir, vous avez les hommes et en blanc, avec des petits points, vous avez les filles. Et quand on dit on n'observe pas de différence entre les gars et les filles, eh ben, il n'y a pas de différence observée. Et quand on dit rien, eh ben, là, la menace du stéréotype s'active et on voit que les filles réussissent moins bien que les garçons et moins bien que ce qu'elles font dans l'autre groupe. Donc, en fait, parfois, répéter que non, il n'y a pas de différence entre les compétences des garçons et les compétences des filles, ça a une influence. Et ce qui est rigolo, c'est que là, c'est plus du tout je crois ce que je vois, mais en fait, je vois ce que je crois. Donc, voilà, à méditer. Alors, cette étude-là, elle est un petit peu ésotérique, mais je la trouve assez marrante. C'est des Suisses, donc en 2013, qui se sont posé la question sur effectivement comment échapper à la menace du stéréotype. Et donc, ils ont proposé à 150 étudiants de faire un discours politique contre l'augmentation des frais d'inscription. Donc là, on est sur la compétence du leadership. Et aux étudiants, là, ils leur ont mis un casque de réalité virtuelle. Et dans leur casque, il y avait 4 groupes. Il y avait celles et ceux qui voyaient une salle de classe avec des congénères. Il y avait celles et ceux qui voyaient la même salle de classe, mais avec un petit poster d'Hillary Clinton dans le fond de la classe. Et il y avait celles et ceux qui voyaient Bill Clinton dans le fond de la classe et ceux qui voyaient Angela Merkel. Alors, le choix des posters n'est pas justifié. C'est à discuter. C'est bizarre, je vous avoue, mais ils ont fait ça. Et quand on regarde les résultats, c'est assez marrant parce que donc là, vous avez la longueur du discours en secondes. Ils ont montré que c'était corrélé avec en fait l'efficacité du discours. Donc c'est une mesure assez quantitative pour mesurer si le discours est bon ou pas. Et donc en français, vous avez les étudiants et en clair, vous avez les étudiantes. Et grosso modo, les étudiants, quoi qu'il y ait dans le fond de la salle, ils performent à peu près aussi bien. Par contre, les filles, quand il y a un poster de femmes dans le fond de la salle, eh ben, elles performent mieux que quand il n'y a rien ou que quand il y a Bill Clinton. Donc, en fait, ils proposent le fait d'avoir des rôles modèles, en fait, rien que la présence de femmes pour se projeter comme potentielle aide ou balance pour contrer la menace du stéréotype. Et là, je vais vous proposer une énigme. C'est une petite histoire. C'est l'histoire d'un père qui accompagne son garçon à un anniversaire. Ils ont un accident sur la route. Le père meurt sur le coup. Le garçon est transporté aux urgences. Le chirurgien de garde arrive et dit « Je ne peux pas opérer cet enfant, c'est mon fils ». Et donc là, classiquement, il y a une petite crispation cognitive. Normalement, si c'est la première fois que vous entendez cette histoire, si on vous dit comment c'est possible, alors soit vous imaginez qu'il y en a un, c'est le père biologique, ou etc. Soit vous imaginez tout simplement que le garçon a 2 papas. Mais c'est très difficile d'imaginer que le chirurgien de garde puisse être la mère, en fait, du garçon. Donc peut-être parmi vous, il y en a qui ont pensé de suite à ça, mais c'est assez difficile normalement. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, le masculin n'est pas le neutre. En français, on dit souvent que le masculin, c'est aussi le neutre. Mais en fait, quand on parle au masculin, on pense d'abord au masculin. Et donc là, c'est une petite étude de Marcus Brauer de 2008 qui s'appelle
un ministre peut-il tomber enceinte? Et donc, il questionne l'impact du générique masculin sur les représentations mentales. Alors, c'est assez simple. Il a interrogé une centaine de personnes et il avait 2 groupes, donc 2 formulations pour ces questions. Il leur demandait 2 questions. Il leur demandait de citer tous les candidats de gauche qui verraient au poste de Premier ministre. Après, c'est la même chose avec les candidats de droite, pour pas qu'il y ait un biais d'opinion. Et dans le deuxième groupe, il avait ce qu'il appelle un générique neutre, c'est-à-dire il demandait de citer tous les candidats ou candidates de gauche ou de droite. Et en fait, donc les gens pouvaient dire autant de personnes qu'ils voulaient. Et il a pris toutes ces personnes et en fait, on voit, là, c'est le pourcentage de femmes citées dans les personnes. Et on voit qu'il y a une grande différence entre quand il parle de candidats, il y a 15% de femmes qui sont citées. Quand on demande des candidats ou des candidates, il y a 40% de femmes qui sont citées. Donc, ça fait quand même une grosse différence et je pense que c'est assez important d'en être conscient et de le prendre en compte. Donc, je vous communique, je ne sais pas si vous connaissez ce petit guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe qui est très, très bien fait et qui propose en fait des bases pour essayer d'éviter de tomber dans les stéréotypes. Et donc, leurs propositions, bon, il y en a plusieurs, mais je vais vous en proposer 3. C'est d'abord d'accorder les noms de métiers, titres, grades et fonctions. On parle de communication publique, hein, d'accord? D'utiliser le féminin et le masculin dans tous les messages qui sont adressés à tous et à toutes. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Soit on peut faire ce qu'on appelle la double désignation, c'est-à-dire on va dire les deux, on va dire les techniciens et les techniciennes. Soit on peut mettre le point médian, c'est assez pratique à l'écrit parce que ça va plus vite. Donc on met le suffixe masculin, un petit point, le suffixe féminin. Soit on peut utiliser les termes épicènes, genre les fonctionnaires, les camarades, etc. Et la troisième idée, c'est que souvent on se prend la tête pour savoir qui on met d'abord dans une liste, etc. Et il y a quelque chose qui est très simple qui s'appelle l'ordre alphabétique. Et quand on énumère soit des gens, soit des mots, ben, on peut utiliser cet ordre-là. Ça marche très bien. Donc, je vous conseille vraiment d'aller le feuilleter parce que c'est bien fait. Et pour ceux qui sont très motivés, il y a aussi des idées vers des accords de proximité, vous savez, c'est-à-dire qu'on a tous appris que le masculin l'emportait sur le féminin. Donc, s'il y avait plusieurs éléments, l'adjectif s'accordait avec le masculin s'il y en avait un qui était masculin. Mais ça, avant que le XVIIe siècle, en fait, il y avait un accord de proximité, donc ça s'accordait avec le nom qui était le plus proche. Donc, il y a des choses un petit peu rigolotes comme ça. Et enfin, donc la dernière étude que je vais vous proposer, qui est très mignonne, c'est une étude de Lewis de 2019, où en fait, ils se sont demandé si ça servait de sensibiliser les étudiants aux stéréotypes. Donc, ils ont travaillé avec 36 groupes de 4 étudiants. Donc, les groupes étaient composés de 2 étudiants, 2 étudiantes. C'était des étudiants en ingénierie. L'idée, c'était de leur faire faire un travail de groupe. Et avant de leur faire faire ce travail, ils leur proposaient une petite vidéo de présentation qui était faite par des acteurs, mais qui représentait un groupe exactement comme eux, avec 2 étudiants, 2 étudiantes, qui présentaient le résultat du travail qu'ils avaient fait. Et donc, dans la condition qu'ils ont appelée contrôle, les rôles étaient stéréotypés, c'est-à-dire que c'était plutôt les filles qui faisaient l'introduction et la conclusion, c'était plutôt les garçons qui faisaient les parties techniques, et c'était plutôt les garçons qui répondaient aux questions. Et ensuite, il y avait une petite interview des membres de l'équipe où ils leur demandaient comment ils avaient fait pour booster l'esprit d'équipe et tout ça. Et donc, ils disaient, bon, ben nous, on s'est présenté, on a parlé de nous, on a fait des activités en dehors de l'école, etc. Bref. Par contre, dans la condition qu'ils ont appelée intervention, les rôles étaient contre-stéréotypés, c'est-à-dire que l'introduction et la conclusion a été faite par les garçons, les parties techniques étaient développées par les filles, et c'était principalement les filles qui répondaient aux questions. Et dans les interviews, ils ont dit qu'ils avaient fait attention, justement parce qu'ils étaient conscients que dans les sciences, on estimait souvent que les filles étaient moins techniques que les garçons, donc ils ont fait attention à ce que tout le monde ait sa place. Donc, c'était juste une vidéo qu'ils ont montrée aux étudiants. Et ensuite, les étudiants étaient, dans leur travail de groupe, ils devaient designer une balise Argos. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré, ils ont enregistré et ils ont mesuré le temps que passaient à parler les gars et les filles. Et vous voyez qu'en fait, donc là à gauche, vous avez la condition contrôle, donc ceux qui ont eu une vidéo de présentation classique. Et à droite, vous avez la condition intervention, donc ceux qui ont été sensibilisés aux stéréotypes.
Donc, dans la condition contrôle, en fait, les garçons parlent beaucoup plus que les filles, alors que dans la condition intervention, eh ben, il n'y a pas de différence. Et ce qui est assez mignon, c'est qu'en fait, bon, ben, les garçons, ils parlent un petit peu moins, les filles, elles parlent un petit peu plus, et finalement, on arrive à faire quelque chose d'un peu plus équilibré. Pour résumer un petit peu toutes ces idées, j'espère vous avoir convaincu que les garçons ne sont pas meilleurs que les filles, mais qu'effectivement, dans ce contexte, il peut se passer que les performances des garçons soient meilleures que celles des filles. Et il peut aussi se passer qu'on perçoive les performances des garçons comme meilleures à celles des filles. Et bon, ben, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Moi, je pense qu'il y a plusieurs échelles d'action. Je pense que la première échelle, c'est l'échelle individuelle. C'est une espèce d'hygiène, en fait, de prise de conscience intime qu'on est tous et toutes biaisés. On a tous grandi dans cette société. Ce biais-là, il existe. Ce stéréotype-là, il existe. Et en fait, c'est normal. En fait, on est des animaux qui évoluons dans un monde complexe. Et donc, notre mémoire, elle a besoin de faire des boîtes. Par contre, je pense que c'est très, très important d'en être conscient que ces boîtes-là, elles y sont. Et surtout quand on est en position d'évaluation des autres. Donc, peut-être des fois, c'est pas mal de se poser la question, est-ce qu'on jugerait, on évaluerait pareil si la personne qui était en face de nous était un homme ou une femme ou autre? Ça marche pour toutes les discriminations. Et ensuite, à l'échelle collective, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. La première, c'est de réduire la saillance des stéréotypes. La saillance, c'est la façon dont on le voit. Là, c'est assez saillant sur cette photo-là. C'est une photo de la conférence des présidents d'université. Alors, je ne sais plus si c'est 2018 ou 2019, mais c'est quand même assez récent. Et si vous comptez, vous avez 56 hommes et 6 femmes. Donc là, on a quand même encore du mal dans l'espèce de sphère, là, l'intersection entre science et pouvoir. On a quand même très, très peu de femmes encore. Ensuite, l'idée, c'est aussi de visibiliser le féminin, que ce soit dans les rôles modèles et dans l'écriture, en fait. Je pense que ça coûte pas cher et ça a vraiment des effets. Et ensuite, ben, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je pense que c'est important de sensibiliser tous et toutes à ces concepts-là. Et je pense aussi que c'est très, très important de se former, notamment pour les personnes qui sont amenées à encadrer ou à manager des équipes, parce qu'on a toujours l'impression que c'est juste du bon sens et de la bienveillance, mais parfois c'est quand même plus compliqué que ça. Et, euh, et voilà, je pense que c'est important de se former à ces questions-là.